Ton image parle avant toi. Et le pire, c'est que le monde a déjà décidé qui tu es, simplement par la façon dont tu es entré dans la pièce. Que cela te plaise ou non, c'est ainsi que ça fonctionne. Peu importe combien de talent tu as, combien tu es bon à l'intérieur ou combien tu t'efforces en silence, si ta présence n'impose pas le respect, si elle ne transmet pas la discipline, si elle ne reflète pas l'ordre, alors tu ne dis rien. Ou pire encore, tu dis le contraire de ce que tu penses représenter. Nous vivons dans un monde qui observe, qui évalue, qui étiquette. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Et si tu ne t'adaptes pas à cette réalité, tu seras emporté par elle. Prendre soin de ton image personnelle n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. C'est du respect de soi. C'est une façon silencieuse, mais puissante, de dire « je suis en contrôle de moi ». Parce que personne ne respecte celui qui ne se respecte pas. Personne ne suit celui qui ne dirige pas sa propre vie. Personne n'écoute celui qui ne prend même pas la peine d'ordonner son apparence, son corps, son attitude, son énergie. La philosophie stoïcienne le comprenait mieux que quiconque. Il savait que le corps était le temple de l'âme, que la discipline externe reflétait la maîtrise interne, que tout ce que tu choisis, de la façon dont tu t'habilles à la façon dont tu marches, est une déclaration de valeur. Et toi, qu'est-ce que tu déclares au monde chaque fois que tu sors par la porte? Cette vidéo ne va pas te parler de mode ni de standards vides. Elle va te parler de principes, de respect, de concentration, de contrôle. 8 leçons basées sur le stoïcisme que tu peux appliquer aujourd'hui, sans excuse, pour que ton image cesse d'être un obstacle et devienne ton meilleur allié. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Parce que si tu ne te prends pas au sérieux, personne d'autre ne le fera. 1. Fais de ta présence une déclaration silencieuse de respect de soi. Ton corps est comme un drapeau. Chaque fois que tu sors dans la rue, ce drapeau flotte silencieusement, communiquant quelque chose sans avoir besoin de mots. Il peut flotter fermement, avec fierté, avec force, ou il peut être froissé, tombé et sans direction. La façon dont tu te présentes est ce symbole silencieux que tout le monde interprète. Tu ne peux pas l'éviter, ni le cacher, parce que ta présence parle même quand tu es en silence total. Il ne s'agit pas de vanité, il s'agit de respect. Et le respect commence par soi-même. La façon dont tu te regardes, te prépare, te soigne et te déplace, transmet clairement ce que tu penses de toi. Si tu ne crois pas toi-même que tu mérites soin, ordre, propreté et présence, alors personne d'autre ne le croira pour toi. Le monde réagit à ce qu'il voit. Et si ce que tu projettes est désintérêt, négligence ou apathie, c'est exactement ce qu'il te rendra, indifférence, rejet et manque d'opportunité. De la philosophie stoïcienne, on comprend qu'on ne peut pas contrôler l'opinion des autres, mais on peut contrôler comment on se présente au monde. Épictète l'a bien dit, nous ne pouvons pas décider ce qui nous arrive, mais nous pouvons décider comment nous réagissons. Et ta présence est cette réponse visuelle et silencieuse que tu donnes chaque jour. C'est une façon de dire « je suis ici et je me respecte assez pour me montrer avec dignité ». Tu n'as pas besoin de vêtements chers ni de suivre les tendances. Tu as besoin d'ordre, de propreté, d'attitude, de but. Tu as besoin de te regarder dans le miroir et de savoir que ton reflet n'est pas un accident, mais une construction consciente. Quand tu commences à prendre soin de ton image avec intention, quelque chose en toi change. Tu commences à marcher différemment, à regarder différemment, à parler différemment. Non pas parce que tu fais semblant, mais parce que tu alignes ton intérieur avec ton extérieur. Cette cohérence se ressent, et les gens le remarquent, parce qu'une personne qui se respecte impose sans dire un mot. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. Ce n'est pas de la suffisance, c'est de la présence. Et la présence ne s'improvise pas, elle s'entraîne. Pense à chaque détail comme une extension de ton respect de soi. La façon dont tu te coiffes, t'habilles, sens, marches, et même comment tu gardes tes mains propres et tes chaussures en bon état. Tout compte, tout parle, tout ajoute ou soustrait. Et si tu n'ajoutes pas avec ta présence, tu perds sans t'en rendre compte.
Il n'est pas nécessaire que les autres te disent quelque chose. Il suffit d'observer comment ils te traitent. Parce que l'image que tu projettes prépare le terrain pour le traitement que tu reçois. Beaucoup se cachent derrière la phrase « Je suis comme ça », à qui ça plaît tant mieux et à qui ça ne plaît pas, qu'il s'en aille. Mais ce n'est pas de l'authenticité, c'est de la paresse déguisée. L'authenticité n'est pas de se laisser aller à la négligence, c'est de montrer le meilleur de soi à partir du respect et de l'intention. Celui qui prend soin de lui ne le fait pas pour plaire aux autres, il le fait parce qu'il comprend que le corps et l'image sont aussi des outils de pouvoir. Et celui qui ne les utilise pas consciemment finit par être victime de sa propre négligence. Ta présence peut t'ouvrir des portes avant que tu ne parles ou peut les fermer sans que tu t'en rendes compte. Tu décides si chaque pas que tu fais dans la rue, au travail, lors d'une réunion ou même à la maison est une affirmation silencieuse de ta valeur ou une renonciation déguisée en indifférence. Si tu veux vraiment être pris au sérieux, commence par te prendre au sérieux. Parce que personne ne suit celui qui n'est même pas capable de diriger son image. 2. Aligne ton corps comme celui qui se prépare à affronter la vie. Le corps est comme un pont suspendu. Si les câbles sont tendus, fermes et bien structurés, il peut supporter le poids de ce qui vient. Mais s'il est tordu, tombé ou mal aligné, n'importe quelle charge le fait s'effondrer. Ta posture physique n'est pas un simple caprice d'élégance, c'est une déclaration continue de comment tu es prêt à porter ta vie. La façon dont tu tiens ton corps révèle avec précision la façon dont tu tiens ton histoire, tes problèmes et tes décisions. Et cette vérité est transmise avec force à ceux qui t'entourent, même si tu ne dis pas un seul mot. Un dos droit n'est pas seulement une question de santé, c'est un signal. Un signal que tu ne te caches pas, que tu es prêt à regarder la réalité en face, que tu es ici pour prendre ce qui te revient. Un regard vers le sol parle de soumission, de défaite, de manque de feu intérieur. Mais un regard en avant, ferme et direct, montre la conviction, l'énergie, la clarté. Aligner ton corps n'est pas seulement ajuster les muscles, c'est aligner ton esprit avec l'intention de vivre éveillé. La plupart des gens marchent comme s'ils portaient le monde sur leurs épaules, mais la vérité est que beaucoup portent plus que leur part parce qu'ils ont oublié leur centre. Dans le stoïcisme, le corps n'est pas méprisé. Il est entraîné, soigné, discipliné. Parce qu'on comprend qu'il est l'instrument à travers lequel se manifeste la volonté, l'action et le caractère. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de rester droit, non redressé par d'autres, et cela commence par le corps. Si tu as besoin que quelqu'un te dise comment te tenir, comment marcher ou comment te présenter, tu es déjà en train de perdre du terrain. L'autodiscipline commence par la façon dont tu habites ton espace physique. Comment tu entres dans une pièce, comment tu t'assois, comment tu respires. Et bien que cela puisse sembler insignifiant, chaque petit geste postural influence directement ton esprit. Une posture désalignée finit par modeler des pensées faibles, et une posture ferme renforce des pensées fortes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le corps et l'esprit qui travaillent ensemble. Si ton corps se comporte comme s'il était vaincu, ton esprit le suivra. Mais si tu entraînes ton corps à rester alerte, ouvert, concentré, ton esprit commencera à répondre de la même manière. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie, c'est de l'intelligence appliquée au quotidien. Il en va de même pour la façon dont tu marches. Il y a ceux qui avancent comme s'ils demandaient la permission, comme s'ils doutaient de leur droit d'être là où ils sont. Et il y a ceux qui marchent avec détermination, sans arrogance, mais avec assurance. Cette différence marque comment tu es perçu par ton environnement et comment tu te perçois. Tu n'as pas besoin d'exagérer, tu as juste besoin d'habiter ton corps avec fermeté. Que ta façon de bouger exprime que tu es ici avec intention, pas par accident. Les gens remarquent la différence. Ils ne le disent peut-être pas à voix haute, mais ils le ressentent. Un corps aligné génère un respect immédiat, non pas à cause du physique, mais de ce qu'il représente, l'ordre, le contrôle, la détermination.
Le désordre corporel, au contraire, révèle des fractures internes. Si tu ne peux pas rester ferme dans ta structure la plus basique, comment vas-tu soutenir une conversation difficile, une décision importante, un chemin exigeant? Et tu n'as pas besoin de passer des heures à la salle de sport pour cela. Tu as juste besoin de conscience, de pratique et de décision. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu te lèves, rappelle-toi ceci. Aligner ton corps, c'est te préparer à affronter la journée avec puissance. Ne laisse pas la fatigue, l'apathie ou le découragement te vaincre dès la première heure. Commence par la façon dont tu te tiens. Parce que celui qui se tient fermement devant le miroir est plus prêt à se tenir fermement devant n'importe quelle tempête. 3. Habille-toi comme quelqu'un qui se prend au sérieux, pas comme quelqu'un qui veut plaire. Tes vêtements sont comme la couverture d'un livre. Ils ne définissent pas tout ce que tu es, mais ils influencent si quelqu'un décide de t'ouvrir ou de te passer à côté. Nous vivons dans une société visuelle, et même si cela fait mal de l'accepter, souvent la première impression est la seule chance que tu auras. Si tu t'habilles comme quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, c'est exactement ce que tu projetteras. Et la réalité est que personne ne valorise celui qui ne démontre pas de valeur pour lui-même. S'habiller ne devrait pas être une tentative de s'intégrer, ni un acte désespéré pour plaire. Cela devrait être une déclaration silencieuse d'ordre, de respect et de cohérence. Tu n'as pas besoin de suivre les tendances, de dépenser des fortunes, ni d'être obsédé par les marques. Tu as besoin de comprendre que chaque vêtement que tu choisis, chaque couleur, chaque texture, chaque combinaison, dit quelque chose sur toi. Et si tu ne choisis pas consciemment, tu laisses les autres définir comment tu es perçu. Il n'y a pas de neutralité dans la façon de s'habiller. Soit tu imposes le respect, soit tu provoques l'indifférence. Le stoïcisme enseigne à vivre avec intention. Rien n'est laissé au hasard. Même les détails les plus petits doivent s'aligner avec le but. S'habiller avec ordre, propreté et sobriété n'est pas de la superficialité, c'est de la stratégie. C'est un acte de responsabilité envers toi-même et les espaces que tu habites. C'est montrer que tu contrôles non seulement ton esprit, mais aussi ta présentation. Et cette présentation, que tu le veuilles ou non, est ton billet d'entrée dans le monde. Quand une personne s'habille comme quelqu'un qui a quelque chose d'important à faire, la vie commence à la traiter comme telle. Il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit de refléter qui tu es vraiment. D'éliminer l'incohérence entre ce que tu dis être et ce que les autres voient quand tu te présentes. Une personne de caractère n'a pas besoin de déguisement, elle a besoin de clarté. Elle a besoin de vêtements qui ne crient pas, mais qui disent « Je suis ici et je me prends au sérieux ». Parce que le respect commence par montrer que tu te soucies assez pour choisir avec discernement. Et quand tu le fais, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ton image le fait pour toi. De plus, bien s'habiller n'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'énergie. Lorsque tu choisis tes vêtements avec intention, lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu vois de la cohérence, quelque chose change en toi. Ta posture s'améliore, ton esprit s'ordonne, ton attitude s'élève. Ce n'est pas un jeu d'apparence, c'est une façon de t'activer mentalement, de te préparer à affronter la journée comme quelqu'un qui va à une guerre importante, pas comme quelqu'un qui part sans direction. Si tu ne fais pas toi-même ce rituel de préparation, n'attends pas que le monde te reçoive avec respect. Il y a une énorme différence entre s'habiller pour plaire et s'habiller à partir de l'autorité interne. Le premier te rend esclave du regard des autres. Le second te libère. Parce que lorsque tu t'habilles à partir de ton centre, de ton but, tu ne cherches plus l'approbation, tu fais clairement savoir qui tu es et où tu vas. Les vêtements ne font pas de toi une meilleure personne, mais ils peuvent te rappeler le niveau auquel tu as décidé d'opérer. Et cela, dans un monde de distraction et de chaos, c'est du pouvoir. Être stoïcien, c'est aussi assumer la responsabilité de la façon dont tu impactes le monde. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne le projettes pas. Et tu ne peux pas le projeter si tu ne te prends pas au sérieux dès le premier détail. Alors, la prochaine fois que tu choisiras quoi porter,
Demande-toi si tu t'habilles comme quelqu'un qui cherche la validation ou comme quelqu'un qui sait déjà ce qu'il vaut. La différence n'est pas dans les vêtements, elle est dans la conscience avec laquelle tu les utilises. 4. Bouge ton corps comme un acte quotidien de discipline, pas de vanité. Le corps est comme une épée. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu ne fais que la montrer, elle perd son tranchant. Mais si tu l'entraînes chaque jour, elle devient une extension de ta volonté. Le mouvement corporel n'est pas seulement de l'exercice, ce n'est pas une activité esthétique, ni une tentative de s'adapter à un moule social. C'est une pratique de pouvoir, une façon silencieuse de te prouver à toi-même que tu es vivant, que tu as le contrôle, que tu as encore du feu intérieur. Chaque fois que tu décides de bouger ton corps avec intention, tu réaffirmes ta domination sur toi-même. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'autocontrôle. Ce n'est pas de l'apparence, c'est une structure mentale. Dans un monde où le confort te murmure à l'oreille de te détendre, qu'il n'est pas nécessaire de faire des efforts, que tu peux rester au lit un peu plus longtemps, le simple fait de te lever pour t'entraîner, t'étirer, marcher avec un but, est déjà un acte de rébellion contre la paresse, contre la médiocrité, contre tout ce qui veut voir ton corps éteint. Les stoïciens ne parlaient pas de l'exercice comme d'une mode, ils le comprenaient comme une façon de forger le caractère. Sénèque disait que le corps devait être préparé pour les rigueurs de la vie, qu'il ne suffisait pas d'avoir l'esprit prêt si le corps était faible. Parce qu'il n'y a pas de clarté mentale sans énergie physique. Et il n'y a pas de force émotionnelle si le corps ne peut pas supporter le poids des jours difficiles. Le mouvement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est aussi essentiel que manger, respirer ou dormir. Et quand tu le comprends ainsi, l'entraînement cesse d'être une option esthétique pour devenir une affirmation quotidienne de pouvoir personnel. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport chère, ni de routine complexe. Tu as besoin d'intention. Tu peux marcher avec fermeté, t'entraîner avec ton propre poids, t'étirer à la maison, respirer profondément, tout en bougeant ton corps avec respect. Parce que bouger n'est pas pour avoir l'air bien, c'est pour te rappeler qui tu es, pour te prouver que peu importe comment le monde est là-bas, tu continues à faire ce que tu as dit que tu ferais. Et cette discipline silencieuse, constante et humble, c'est ce qui te sépare du reste. Il y a ceux qui voient le mouvement corporel comme une punition. Il y a ceux qui ne le font que sous la pression extérieure. Et il y a ceux qui en ont fait une pratique sacrée. La différence réside dans le but. Si tu bouges pour plaire, le jour où tu ne recevras pas d'éloges, tu abandonneras. Mais si tu bouges comme quelqu'un qui honore son corps et son esprit, alors chaque répétition, chaque pas, chaque goutte de sueur devient un acte d'affirmation intérieure. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Parce que le corps, lorsqu'il devient fort de l'intérieur, projette de la force vers l'extérieur. Et cette force se traduit par le respect, la présence, la stabilité. De plus, bouger avec intention t'ancre dans le présent. Il te sort de la tête, du bruit, des doutes et te ramène ici et maintenant. C'est une forme de méditation en action. Chaque exercice est un rappel que tu as toujours le contrôle sur toi-même, que tu peux encore choisir, agir, résister et avancer. Ne laisse pas la sédentarité se déguiser en repos. Ne confonds pas le confort avec le soin. Prendre soin de toi, c'est te demander. C'est garder ton corps éveillé pour que ton esprit ne s'endorme pas. C'est construire une résistance physique pour avoir une clarté émotionnelle lorsque la vie te serre. Bouger ton corps n'est pas un acte superficiel, c'est un engagement profond envers ta liberté. Parce qu'un corps fort ne se plie pas facilement. Et dans un monde qui veut constamment te voir à genoux, rester debout est déjà une victoire. Alors, chaque fois que tu sens que tu n'as pas envie de t'entraîner, rappelle-toi ceci. Tu ne le fais pas par vanité. Tu le fais parce que tu n'es pas de ceux qui abandonnent. 5. Choisis ce que tu consommes comme celui qui protège son énergie vitale. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu sèmes grandit, ce que tu arroses fleurit.
Mais si tu ne fais pas attention à ce que tu laisses entrer, il sera bientôt couvert de mauvaises herbes, de pensées étrangères, d'idées qui ne te construisent pas mais qui te drainent. Et il en va de même pour ton corps. Tout ce que tu consommes, que ce soit de la nourriture, de l'information ou des stimuli, affecte directement ton énergie, ta clarté, ton attitude. Tu ne peux pas aspirer à avoir de la présence, du respect et du contrôle si tu nourris ton intérieur avec des déchets déguisés en plaisir immédiat. Choisir ce que tu consommes n'est pas une mode d'auto-soin. C'est une stratégie de survie mentale, émotionnelle et physique. Dans un monde saturé de stimuli vides, où tout est en compétition pour ton attention, où le toxique se déguise en divertissement et où le nuisible est normalisé comme faisant partie du quotidien, choisir avec intention est un acte de rébellion. Tu ne peux pas construire une image solide si tu es en train de t'effondrer à l'intérieur. Tu ne peux pas maintenir la discipline si ton corps est enflammé par un excès de sucre, si ton esprit est engourdi par un contenu sans valeur, si tes émotions sont manipulées par ce que tu vois chaque jour sur les réseaux. Les stoïciens parlaient de modération, de tempérance, de choisir avec sagesse, parce qu'ils comprenaient que tout ce que tu permets d'entrer en toi affecte la qualité de tes décisions. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu manges, mais aussi de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu répètes sans questionner. Si tu consommes de la violence, du drame, des plaintes, de la frivolité et une distraction constante, c'est exactement ce que tu vas projeter. Ton énergie devient fragile, ton esprit instable, ton corps paresseux. Et même si tu essaies de le dissimuler avec de bons vêtements ou un sourire, l'usure se voit. L'incohérence se ressent. Prendre soin de ton alimentation n'est que le premier pas, et je ne parle pas de régime strict ou de règles ridicules. Je parle de conscience, de savoir ce qui te donne de l'énergie et ce qui te la vole. De te rendre compte de comment tu réagis après avoir mangé, de comment tu te sens après avoir vu certains contenus, de comment ton humeur change lorsque tu parles avec certaines personnes. Parce que consommer n'est pas seulement ingérer, c'est permettre à quelque chose d'entrer en toi. Et si tu ne filtres pas cela avec rigueur, tu te saboteras en silence. Il y a ceux qui prennent soin de leur apparence avec obsession, mais qui s'intoxiquent quotidiennement avec des habitudes qui les éteignent. Ils se nourrissent de plaintes, de potins, de nouvelles qui ne génèrent que de la peur. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ressentent de l'anxiété, pourquoi ils n'ont pas de force, pourquoi leur image n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir. La réponse est à la racine. Il ne s'agit pas seulement de comment tu parais à l'extérieur, mais de ce que tu construis à l'intérieur. Parce que l'interne finit toujours par se manifester. Ton regard, ton ton, ton énergie ne mentent pas. Si tu veux une image qui impose le respect, commence par respecter ton corps et ton esprit. Non pas à partir de la restriction fanatique, mais à partir de la clarté. Choisis ce qui nourrit, ce qui renforce, ce qui te connecte à ton centre. Fais de la place pour le silence, pour le réel, pour ce qui te fait grandir. Et commence à éliminer ce qui te disperse, ce qui te draine, ce qui n'apporte rien. Parce que chaque choix compte, chaque bouchée, chaque vidéo, chaque conversation façonne la personne que tu es en train de devenir. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as besoin d'engagement. Tu as besoin de regarder ce que tu consommes et de te demander « Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ou est-ce que cela m'éloigne de moi ?» Cette question, répétée tous les jours, peut transformer ton énergie, ton image et ta vie. Parce que celui qui protège son énergie avec discipline projette du pouvoir sans avoir besoin de parler. 6. Entraîne ton esprit avec le même rigueur avec lequel tu renforces ton corps. L'esprit est comme un muscle caché. On ne le voit pas, mais il porte le poids de tout ce que tu es. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Si tu le nourris mal, il devient lent. Si tu le surcharges de bruit, il s'effondre. Et si tu ne l'utilises que lorsque tu en as besoin, il te fera défaut juste au moment où tu en auras le plus besoin. Renforcer l'esprit n'est pas un luxe, c'est une obligation. Parce que peu importe à quel point tu sembles fort à l'extérieur, si à l'intérieur tu es désordonné, fragile ou dominé par le chaos.
Beaucoup passent des heures à entraîner leur corps, à perfectionner leur apparence physique, à polir leur image externe, mais négligeant l'esprit comme s'il n'avait pas d'impact sur leur présence. Cependant, c'est l'esprit qui donne un sens à tout le reste. Un esprit clair te fait marcher avec assurance. Un esprit concentré fait que ton regard transmet de l'autorité. Un esprit discipliné transforme ton langage, tes décisions et même ta respiration. Et cela se remarque. On le ressent. La différence entre une personne qui impressionne et une qui impacte réside dans la profondeur de sa pensée. Le stoïcisme était avant tout une école d'entraînement mental. Les stoïciens se préparaient chaque jour à faire face à la douleur, à la perte, à l'injustice, à l'incertitude, non pas avec des plaintes ou des illusions, mais avec clarté. Ils savaient que le monde ne s'adapterait pas à leurs désirs. C'est pourquoi ils entraînaient leur esprit à s'adapter à la réalité. Et toi, si tu veux projeter une image puissante, tu dois faire la même chose. Il ne suffit pas de prendre soin de ta posture si tes pensées sont faibles. Une bonne tenue ne sert à rien si ton esprit est plein d'excuses. Le contrôle de soi externe ne fonctionne pas si tout à l'intérieur te déborde. Entraîner l'esprit, c'est te questionner, t'observer, te corriger. C'est lire, écrire, penser en profondeur. C'est chercher le silence et ne pas le fuir. C'est avoir des conversations inconfortables avec toi-même, sans masque, sans filtre, sans justification bon marché. C'est arrêter de répéter ce que tu entends et commencer à construire ce que tu crois. C'est apprendre à penser avant de réagir, à décider à partir du calme et non de l'impulsion. Parce que dans un monde qui applaudit la rapidité, l'immédiateté et la superficialité, un esprit ferme est une rareté qui impose le respect. Mais cela ne se produit pas par accident. Tout comme l'entraînement du corps requiert de la constance, de la sueur et de la discipline, l'entraînement de l'esprit exige un effort quotidien. Ce n'est pas regarder des vidéos motivationnelles une fois par semaine, c'est revoir tes pensées tous les jours. C'est lire quelque chose de défiante, prendre des notes, écrire ce que tu ressens, comprendre ce que tu penses, et surtout, agir en cohérence. Parce qu'un esprit fort n'est pas celui qui sait beaucoup, c'est celui qui se maîtrise quand tout brûle, celui qui ne tombe pas dans les provocations, celui qui reste centré même quand le monde s'effondre. Et quand tu y arrives, ton image change, même si tu ne changes pas un seul vêtement. Parce que l'esprit entraîne le regard, la voix, le rythme avec lequel tu marches, la façon dont tu parles, l'aura que tu projettes. La confiance qui naît de l'intérieur ne peut pas être feinte. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin d'exagérer, elle se montre simplement. Parce que quand l'esprit est en paix, le corps cesse de demander de l'attention et la présence devient quelque chose d'inévitable. Alors pose-toi cette question, renforces-tu ton esprit avec le même rigueur avec lequel tu essaies d'améliorer ton image? Consacres-tu du temps à ordonner tes pensées, à renforcer ton caractère, à polir ta perception? Si tu ne le fais pas, tu négliges la base de tout. Parce qu'un esprit entraîné ne te donne pas seulement du pouvoir, il te donne la liberté. Et il n'y a pas d'image plus puissante que celle de quelqu'un qui n'est plus esclave de son propre chaos interne. 7. Fermez la porte aux distractions avant qu'elles ne volent votre concentration. L'esprit est comme une maison avec de nombreuses fenêtres. Si vous les laissez toutes ouvertes, le bruit du monde entre sans demander la permission. Il en va de même pour les distractions. Si vous ne fermez pas fermement les portes, elles s'insinuent dans tous les coins, éteignent votre feu intérieur, dispersent votre énergie et vous font oublier qui vous êtes. Cela ne semble pas grave au début. Un message, une notification, une conversation inutile, une vidéo de plus. Mais ce qui entre sans filtre finit par construire votre état mental. Et personne ne peut maintenir une image forte avec un esprit fragile, usé ou divisé en morceaux. La concentration est un outil de pouvoir, et je ne parle pas de productivité, je parle de présence réelle, d'être en contrôle de votre temps, votre attention, votre énergie. Parce que lorsque tout en vous est fragmenté, lorsque votre attention est constamment attirée par le superficiel, vous perdez votre centre.
et celui qui n'a pas de centre ne projette pas de force. Peu importe à quel point vous prenez soin de votre posture, à quel point vous vous habillez bien, si votre esprit est captif des stimuli externes, votre image se désintègre en quelques secondes. Cela se voit dans votre regard perdu, dans votre langage hésitant, dans votre absence émotionnelle, parce qu'être présent n'est plus quelque chose de commun, c'est une vertu que peu conservent. Les stoïciens comprenaient l'importance de protéger l'esprit du chaos externe. Ils savaient que la clarté est le fruit de la discipline, pas de la chance, que la maîtrise commence par ce que vous décidez d'ignorer. Et aujourd'hui, plus que jamais, ignorer ce qui n'est pas important est devenu un acte de sagesse. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de tout. Vous n'avez pas à répondre à tout le monde. Vous ne devez pas consommer chaque contenu qu'on vous propose. L'attention est limitée et chaque fois que vous la donnez sans conscience, vous vous appauvrissez de l'intérieur. Vous laissez l'inutile remplacer l'essentiel. Fermer la porte aux distractions n'est pas de l'isolement, c'est de la protection. C'est comprendre que votre concentration n'est pas négociable, que votre énergie n'est pas infinie, que votre esprit, si vous ne le défendez pas, sera utilisé par les intérêts des autres. Et lorsque cela se produit, vous devenez un spectateur de votre vie. Quelqu'un qui voit passer les jours sans avancer. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir de temps, mais qui en réalité a seulement perdu le contrôle de son attention. Et quand vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas non plus en votre pouvoir. C'est pourquoi entraîner la concentration est une façon de prendre soin de votre image personnelle. Parce que rien ne transmet plus d'autorité que quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner par tout, qui choisit clairement ce à quoi il dit oui et ce à quoi il dit non sans culpabilité, qui sait se déconnecter pour se reconnecter à lui-même, qui valorise son temps comme s'il était sacré. Cette présence se ressent, impose le respect, non pas parce qu'elle est distante, mais parce qu'elle est consciente, parce qu'être au bon endroit avec l'esprit absent, c'est être nulle part. Le monde récompense le distrait par un divertissement constant, mais la vie récompense le concentré par des résultats. Et cela ne se fait pas spontanément. Cela s'entraîne tous les jours, en éteignant les notifications, en établissant des moments de silence, en disant non sans avoir besoin de s'expliquer, en décidant ce qui entre dans votre esprit comme qui décide qui entre dans sa maison. Parce que si tout entre, tout vous affecte. Et si tout vous affecte, ce n'est plus vous qui dirigez, mais ce qui vous entoure. Alors, avant de demander du respect, demandez-vous si vous respectez votre concentration, si vous protégez cet espace intérieur où naissent vos idées, vos décisions, votre caractère. Parce que celui qui ne défend pas son esprit ne peut pas maintenir son image. Et celui qui ne peut pas maintenir son image devient une ombre de ce qu'il pourrait être. 8. Fais du temps ton allié, pas ton bourreau. Le temps est comme une rivière silencieuse. Il ne crie pas, ne s'arrête pas, n'attend pas. Il passe, avec ou sans ton permission. Tu peux l'ignorer et le laisser t'emporter. Ou tu peux apprendre à nager avec lui, en utilisant sa force à ton avantage. Celui qui ne respecte pas son temps perd le contrôle de sa vie. Et celui qui n'a pas de contrôle sur son temps ne peut pas non plus avoir de contrôle sur son image, son énergie ou sa direction. Chaque seconde gaspillée est une fissure dans ta présence. Chaque minute consacrée au vide, au divertissement sans but ou à la procrastination constante est un coup silencieux à ton respect de toi-même. Le monde ne te valorise pas pour ce que tu prévois de faire, mais pour ce que tu fais avec ce que tu as. Et ce que tu as maintenant, plus que toute autre chose, c'est du temps. Du temps pour décider, pour agir, pour construire ou pour abandonner. C'est à toi de décider. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ils le donnent chaque jour à des distractions, à des engagements sans sens, à des personnes qui ne le méritent pas, à des habitudes qui ne les construisent pas. Ensuite, ils se regardent dans le miroir et ne comprennent pas pourquoi leur image ne projette pas de force. Mais la réponse est simple. Tu ne peux pas projeter de solidité si tu es dominé par l'anxiété de l'horloge, par la culpabilité de la procrastination, par le bruit de l'urgence qui noie toujours l'important. Une image forte naît également d'un agenda solide.
d'un calendrier qui obéit à tes priorités, pas à tes excuses. Les stoïciens comprenaient la valeur du temps comme une ressource sacrée. Sénèque a écrit que ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Cette phrase devrait être écrite sur chaque porte. Parce que celui qui vit comme s'il avait tout le temps du monde agit avec indifférence, négligence, paresse. Mais celui qui vit comme si chaque heure comptait, comme si chaque jour était un terrain d'entraînement, développe une intensité qui ne peut pas être feinte. Et cette intensité se reflète dans tout ce qu'il fait, dans sa façon de marcher, de parler, de répondre. Tu n'as pas besoin d'être obsédé par la productivité. Tu as besoin de prendre le contrôle de ton temps comme celui qui prend la barre d'un bateau. Décider quelles activités nourrissent ta vision et lesquelles t'en éloignent. Cesser de négocier avec les voleurs de temps. Cesser de reporter ta vraie vie. Parce que le respect ne se gagne pas seulement avec des mots ou du style, il se gagne avec des décisions quotidiennes. Et l'une des plus puissantes est de cesser d'être esclave du temps et de commencer à le transformer en ton allié. Une personne qui gère bien son temps transmet plus que de l'efficacité. Elle transmet du respect, de la concentration, du sérieux. Elle projette un ordre interne. Et cet ordre, dans un monde plein de désordre, est une forme puissante de leadership silencieux. Alors ne continue pas à voir le temps comme un ennemi qui te poursuit. Regarde-le comme un allié qui te donne chaque jour une nouvelle opportunité de montrer qui tu es. Et utilise-le avec la dignité de celui qui n'est pas prêt à se gaspiller. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez. Le respect ne se demande pas, il émane, il se construit de l'intérieur, de la façon dont tu te parles, dont tu décides, dont tu te tiens même lorsque le monde veut te faire chanceler. Les gens peuvent ne rien savoir de ton histoire, mais ils le sentent. Ils sentent ta présence, ils sentent si tu es quelqu'un qui se dirige lui-même ou quelqu'un qui a besoin d'être dirigé. Et cela fait toute la différence. Aujourd'hui, le respect est souvent confondu avec l'arrogance, les cris, l'imposition. Mais le vrai, ce qui impose vraiment, c'est ta capacité à te maîtriser, à penser clairement quand les autres réagissent, à agir avec stratégie alors que les autres se perdent dans leurs impulsions. Tu n'as pas besoin de hausser la voix si ton énergie montre déjà clairement que tu sais qui tu es. Cette vidéo n'est pas un guide pour te faire passer pour le fort. C'est une déclaration de guerre contre ce qui t'affaiblit de l'intérieur, contre le doute qui te rend invisible, contre le jugement interne qui éteint ton feu, contre cette partie de toi qui croit encore qu'elle doit mendier la validation. Nous allons parler de l'esprit, du contrôle de soi, de la reprogrammation, mais pas avec de jolis mots, avec des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Des outils stoïciens, psychologiques, pratiques, parce que le respect qui compte ne vient pas de la reconnaissance des autres, mais de la maîtrise de soi. Quand tu y parviens, quand tu diriges ton propre esprit, tu n'as pas besoin de t'expliquer. On te respecte simplement, parce que d'abord, tu te respectes toi-même. 1. Agis sans demander la permission, car celui qui doute devient invisible. Un éclair qui ne touche pas la terre ne laisse pas de traces. Il brille, oui, mais disparaît avant de transformer quoi que ce soit. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de celui qui se retient, de celui qui doute, de celui qui a besoin d'un signe pour bouger. L'énergie est là, l'intention aussi, mais sans action, tout se transforme en fumée. Dans un monde qui exige une présence, douter, c'est devenir invisible. Tu peux avoir du talent, du caractère, voire un potentiel de leadership, mais si chaque pas est soumis à l'approbation des autres, tu vas t'éteindre avant de commencer. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tu n'as pas eu le courage d'agir sans demander la permission. Le respect naît du mouvement décidé, non de l'éternelle contemplation. Chaque fois que tu cèdes à la peur du qu'en dira-t-on, tu cèdes l'autorité sur ta vie.
Chaque fois que tu te demandes si c'est le bon moment pour parler, pour lancer ce projet, pour prendre une décision importante, tu affaiblis ta présence. Personne ne respecte celui qui hésite dans ce qu'il dit vouloir. Personne ne suit celui qui n'ose pas avancer seul. Si tu attends qu'on te valide, tu as déjà perdu. Parce que le respect ne se négocie pas, il émane de la fermeté avec laquelle tu choisis d'agir. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Leur force ne venait pas de crier plus fort, ni de prétendre à la supériorité. Elle venait de la cohérence brutale avec laquelle ils vivaient. Ils ne faisaient pas ce que tout le monde attendait. Ils faisaient ce qui était juste. Et ils le faisaient sans permission, parce qu'ils savaient que le seul juge réel était leur propre raison. Il ne s'agissait pas de défier le monde, il s'agissait de ne pas se trahir eux-mêmes. Agir sans permission, en ce sens, est une forme de respect de soi. C'est dire « je suis suffisant pour commencer ». Reprogrammer ton esprit, c'est arrêter de tout consulter avec la peur. C'est prendre des décisions sans attendre d'applaudissements ni de compréhension. Parce que chaque fois que tu te choisis, tu renforces une identité qui se respecte. Et quand tu te respectes vraiment, les autres le sentent. C'est de l'énergie, c'est de la présence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. Tu n'as pas besoin de faire du bruit, tu as juste besoin de bouger avec direction. Cela impose déjà. Parce que l'autorité naît de la façon dont tu te tiens, même au milieu du chaos. Ne confonds pas agir avec impulsivité. Il ne s'agit pas de bouger sans réfléchir, mais d'arrêter de réfléchir tellement que tu finis par être paralysé. L'analyse excessive est une forme sophistiquée de peur, et si tu ne romps pas avec cela, tu vas passer ta vie à repousser tout ce qui est important tout en prétendant que tu es en train de te préparer. Mais tu n'as pas besoin de plus de préparation, tu as besoin de décision. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. Ce qui manque, ce n'est pas l'information, c'est le feu intérieur. C'est arrêter de demander la permission d'être qui tu sais déjà que tu es. Ce premier pas, tu ne le fais pas par courage, tu le fais par nécessité. Parce que continuer à attendre va te détruire lentement. Parce que continuer à douter va tuer le meilleur de toi avant que le monde ne le voie même. Personne ne va te donner la permission d'être imparable. Personne ne va t'inviter à changer ta vie. Soit tu le fais, soit tu perds tout. Alors assez d'excuses, assez de repousser l'inévitable. Agis sans demander la permission. Parce que celui qui agit sans peur marque son territoire, et celui qui doute disparaît simplement. 2. 30 jours sans excuse forge celui qui ne se rend pas. Un esprit indiscipliné est comme un chien sans laisse. Il court vers n'importe quel stimulus, se distrait avec n'importe quel bruit, se lance à la poursuite de ce qui brille, et quand il est fatigué, il revient sale, épuisé et sans rien de réel entre les dents. Ainsi vit celui qui ne s'engage pas envers lui-même. Il poursuit des motivations éphémères, essaie d'être constant seulement quand l'humeur l'accompagne, et se rend à la première gêne. Mais on ne forge pas le respect à partir de cette tiédeur. On le forge à partir de la décision de créer un code, de le respecter, et de ne pas le briser pour rien ni pour personne. C'est pourquoi, lorsque tu t'imposes 30 jours sans excuse, tu ne crées pas seulement une routine, tu sculptes une nouvelle identité à coups de marteau. L'esprit a besoin de structure, mais il a encore plus besoin d'autorité. Et cette autorité n'apparaît que lorsque tu commences à tenir les promesses que tu te fais, même si personne ne te regarde. Le véritable respect commence à ce moment où tu es seul, fatigué, avec l'excuse parfaite prête sur la langue. Et pourtant, tu choisis de faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que lorsque tu cesses de te trahir, tu cesses de douter de toi. Et quand tu ne doutes pas de toi, le monde le ressent. C'est la différence entre quelqu'un qui inspire le respect et quelqu'un qui ne fait que l'exiger avec des mots vides. Les stoïciens vivaient sous une discipline constante. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, écrivait dans ses journaux qu'il devait être ferme avec ses habitudes, ses pensées, ses actions, parce qu'il comprenait que peu importe combien de pouvoir tu as à l'extérieur, si tu n'as pas de contrôle à l'intérieur, 30 jours peuvent sembler peu,
mais ils sont suffisants pour tester de quoi tu es fait. Ce qui importe n'est pas combien de choses tu fais, mais avec quelle détermination tu les maintiens. Un engagement envers toi-même. Répéter sans faute pendant 30 jours, reprogramme ton système nerveux, change ton dialogue interne et renforce l'idée que tu n'es pas une promesse faible, tu es une décision inébranlable. Chaque jour que tu tiens ta parole, ton esprit l'enregistre. Chaque fois que tu ignores l'excuse et choisis l'action, le respect de soi monte. Peu importe si c'est aller à la salle de sport, te lever tôt, étudier sans distraction, méditer, écrire, bien manger ou parler avec plus de fermeté. Ce qui compte, c'est que tu choisisses une chose, une seule, et que tu te mettes à la chaîne. 30 maillons, un par jour. Si tu en casses un, tu recommences à 0. Non pas comme une punition, mais comme un principe. Parce que l'esprit comprend avec des faits, pas avec des intentions. Ne négocie pas avec ta voix intérieure quand elle essaie de te saboter. N'explique pas pourquoi aujourd'hui a été difficile. Ne cherche pas à comprendre. Ne demande pas la permission. Accomplis simplement. Si tu es fatigué, fais-le fatigué. Si tu es triste, fais-le triste. Si tu es occupé, fais-le quand même. Parce que cela fait de toi une personne respectable. Parce que cela construit un feu intérieur. Parce que c'est ce qui distingue ceux qui changent de ceux qui se plaignent. Tu n'es pas ton humeur, tu es ton engagement. Tu n'es pas tes excuses, tu es tes actions. Ce que tu fais de manière constante, c'est ce que tu es. 30 jours peuvent sembler éternels si tu vis en négociant avec toi-même, mais ils passent en un éclair lorsque tu décides qu'il n'y a pas de plan B. Fais-le simplement, fais-le directement et fais-le maintenant. Si tu complètes ta chaîne sans la briser, tu ne seras pas la même personne à la fin. Tu seras plus fort, plus stable, plus respecté et surtout plus respectable. Non pas pour ce que tu as accompli à l'extérieur, mais pour ce que tu as conquis à l'intérieur. 30 jours sans excuses ne sont pas un objectif. Ils sont une déclaration que tu ne te rends plus, que tu ne te reportes plus, que tu ne te trahis plus. 3. Élimine l'autocritique toxique et parle-toi comme ton meilleur leader. Un esprit maltraité de l'intérieur se déplace comme un soldat blessé sur son propre champ de bataille. Il avance avec difficulté, trébuche, saigne, mais pas à cause des ennemis externes, mais à cause des tirs qui viennent de sa propre tranchée. C'est ainsi que l'on vit avec une voix intérieure qui ne sait que juger, punir et minimiser chaque pas. De l'extérieur, tu peux sembler fort, discipliné ou même réussi. Mais si à l'intérieur tu te parles comme si tu étais un fardeau, une erreur ou un échec en attente, tu ne vas jamais maintenir ton pouvoir très longtemps. Parce que le respect que tu projettes commence par la façon dont tu t'adresses à toi-même quand personne n'écoute. L'autocritique n'est pas mauvaise. Ce qui est destructeur, c'est l'autodestruction déguisée en exigence. Une chose est de souligner ce que tu dois améliorer avec responsabilité, une autre est de te frapper sans pitié chaque fois que tu échoues. Cette voix qui dit que tu n'es pas assez bon, que tu es toujours en retard, que tu ne vas pas y arriver, que tu as encore fait une erreur, n'est pas ta conscience, c'est ton conditionnement. Et si tu ne l'arrêtes pas, elle va saboter chaque tentative de croissance. Parce que personne n'avance avec force quand il porte sur son dos une voix qui ne sait que blâmer. Les stoïciens parlaient du jugement juste comme base de la maîtrise de soi. Pour eux, s'observer objectivement était la clé. Mais jamais à partir de la culpabilité, toujours à partir de l'action. Ils ne perdaient pas de temps à se flageller. Ils perdaient du temps s'ils ne corrigeaient pas. C'est la différence entre quelqu'un qui se dirige et quelqu'un qui se torture. Si ton esprit est un lieu hostile, tu vas vivre en te défendant contre toi-même. Et il n'y a pas de respect possible quand tu vis en guerre interne. C'est pourquoi éliminer l'autocritique toxique n'est pas de la douceur. C'est une stratégie de pouvoir. C'est prendre le contrôle du ton avec lequel tu te parles pour devenir ton premier allié. Commence par identifier le ton. Comment te parles-tu quand tu échoues? Que te dis-tu quand tu ne tiens pas ce que tu as promis? Quelle narration répètes-tu quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais? Si la réponse est pleine d'insultes, de mépris ou de désespoir, alors
tu n'es pas exigeant, tu es abusif. Et personne ne se respecte s'il vit tous les jours avec un agresseur interne. Se reprogrammer signifie changer ce dialogue. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un avec une estime de soi gonflée qui se justifie pour tout, mais quelqu'un qui se parle avec clarté, fermeté et vision, comme un bon leader qui exige, mais qui relève aussi. Te parler comme ton meilleur leader, c'est te regarder avec vérité, pas avec jugement. C'est te dire, tu as échoué, oui, mais nous sommes toujours là, et voici ce que nous devons faire maintenant. C'est regarder tes ombres sans les romantiser, mais aussi sans te haïr pour elles. Parce que celui qui se déteste ne s'améliore pas, il se sabote. En revanche, celui qui se parle avec respect peut se corriger sans se briser. Et c'est cela qui génère de l'autorité. Parce que l'autorité ne naît pas de combien tu te cries dessus, mais de combien tu te soutiens, même quand tout va mal. Fais-en une pratique quotidienne. Chaque fois que tu te surprends à parler mal de toi, arrête-toi et change de langage. Respire et réponds avec le ton que tu utiliserais avec quelqu'un qui compte vraiment pour toi. Ne te parle pas comme le ferait ton pire ennemi. Parle comme quelqu'un qui veut te voir aller loin. Le respect commence là, dans cette conversation invisible que personne ne voit, mais qui conditionne tout. Parce que la voix que tu entends tous les jours dans ta tête, si elle n'est pas ton allié, sera ta geôlière. Bien te parler n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est reconnaître que pour diriger ta vie, tu as d'abord besoin de diriger ton esprit. Et un vrai leader ne se détruit pas avec des mots. Il s'entraîne, se corrige et s'élève. Alors, à partir d'aujourd'hui, élimine l'autocritique toxique et remplace-la par la direction. Parce que ce n'est que lorsque tu te parles avec respect que les autres le font aussi. 4. Maîtrise le silence, car celui qui n'a pas besoin de parler a déjà gagné. Celui qui contrôle sa langue contrôle son monde. L'esprit de celui qui maîtrise le silence est comme un volcan endormi, puissant, stable, capable d'exploser s'il le souhaite, mais choisit de ne pas le faire, parce qu'il n'a pas besoin de prouver son feu. Le véritable respect ne se crie pas, il s'impose dans le calme. La personne qui peut rester silencieuse au milieu du chaos, du conflit ou de la provocation n'est pas faible, elle est mortelle. Parce que celui qui n'a pas besoin de parler pour se faire remarquer maîtrise déjà quelque chose que les autres commencent à peine à comprendre, le pouvoir de la retenue. La société est pleine de bruit, des opinions sans fin, des explications que personne n'a demandées, des justifications constantes pour tout ce que l'on fait ou ne fait pas. Les médias sociaux ont transformé les gens en machines à parler, mais peu savent vraiment écouter, et encore moins se taire. Mais le respect se perd lorsque tu parles trop, lorsque tu révèles tout, lorsque tu t'expliques trop, lorsque tu te défends à chaque regard ou te justifies à chaque question. Le respect grandit dans le mystère, dans la pause, dans la réponse qui n'est pas donnée et laisse l'autre penser. Parce que le silence bien utilisé est une forme de présence. Tu n'as pas toujours besoin d'avoir le dernier mot pour montrer ta force. Parfois, la force est de ne rien avoir à dire. Les stoïciens étaient des maîtres du silence. Non pas comme une stratégie d'évasion, mais comme une forme de contrôle. Ils savaient que l'impulsion de parler lorsque l'on est blessé, contrarié ou incertain est un piège de l'ego. Le silence était leur façon de filtrer l'émotion, de penser avant d'agir, de protéger leur énergie. Parce que toutes les batailles ne méritent pas ta réponse. Toutes les provocations ne méritent pas ta réaction. Et surtout, tout le monde ne mérite pas le privilège de connaître ce que tu penses. Maîtriser le silence, ce n'est pas te déconnecter du monde, c'est être tellement connecté à toi-même que tu n'as pas besoin de bruit pour te valider. C'est observer plus, analyser plus, contenir plus. C'est apprendre à ressentir sans exploser, à répondre sans avoir besoin de parler en premier, à lire entre les lignes sans l'annoncer. Et cela, dans la vie réelle, se traduit par un avantage. Parce que pendant que les autres s'épuisent à s'expliquer, tu restes ferme. Pendant que les autres réagissent, tu choisis. Pendant que les autres se trahissent, tu avances. Reprogrammer l'esprit pour maîtriser le silence implique de désapprendre le besoin d'être compris tout le temps.
Cela implique d'accepter que ta valeur ne réside pas dans la façon dont tu parles, mais dans la puissance que tu transmets lorsque tu choisis de te taire. Et ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est l'espace où l'esprit s'ordonne, où l'âme respire, où les idées mûrissent avant de devenir des mots. Celui qui dit tout ce qu'il pense perd le contrôle de son message. Celui qui se tait avec intention devient imprévisible et donc respecté. Utilise le silence comme un outil. Quand tu es en colère, tais-toi. Quand tu ne sais pas quoi dire, attends. Quand tu veux prouver que tu as raison, respire. Quand le monde crie, écoute. Parce que dans cet espace où les autres se perdent, tu te trouves. Et c'est là que naît la véritable force. Non pas dans la réponse rapide, mais dans le regard qui ne se brise pas. Non pas dans le discours élaboré, mais dans la présence ferme qui dérange sans mots. Celui qui maîtrise le silence devient son propre bouclier. Il n'a pas besoin de se défendre, car il ne s'expose pas inutilement. Il n'a pas besoin d'impressionner, car il se respecte suffisamment pour ne pas avoir à prouver quoi que ce soit. Et c'est ce qui impose. Parce qu'au final, celui qui n'a pas besoin de parler a déjà gagné. Son esprit est sa forteresse, et son silence, sa signature. 5. Attends le moment exact, ne bouge pas par impulsion. Un chasseur ne tire pas quand il voit du mouvement, il tire quand il a la cible assurée. Celui qui tire sans viser échoue, et celui qui agit sans réfléchir se creuse sa propre tombe. Dans un monde qui glorifie la rapidité, l'impulsion est traitée comme une vertu. On célèbre celui qui réagit en premier, mais on ne mesure pas le coût de bouger sans stratégie. L'esprit reprogrammé ne court pas, il se positionne. Il n'agit pas par anxiété, il agit par décision. Parce qu'il comprend que tout ce qui semble être une opportunité ne l'est pas, et que parfois, attendre n'est pas passivité, c'est sagesse. Le respect se perd lorsque tu vis en réagissant comme un animal qui ne peut se contenir. Chaque fois que tu réponds avec colère, que tu décides par peur ou que tu changes tes plans par caprice, tu cèdes le contrôle de ta vie à ce qui se passe à l'extérieur. Mais celui qui maîtrise son moment, qui sait s'arrêter, analyser, réfléchir et ensuite agir, projette quelque chose que peu de gens réussissent, la direction. Et cela impose. Parce qu'une personne avec une direction ne se laisse pas entraîner par l'émotion du moment, ne désespère pas pour des résultats rapides, ni ne cherche à combler des vides avec des décisions mal prises. Elle attend, elle évalue, elle exécute avec précision. Les stoïciens n'étaient pas lents, ils étaient précis. Épictète disait que le plus grand pouvoir est de choisir comment tu réponds à ce que tu ne contrôles pas. Et cela implique de s'arrêter, respirer, ne pas décider à partir de la blessure, ne pas sauter à partir de l'urgence. Un esprit reprogrammé sait que l'impulsion est un piège de l'ego qui veut une gratification immédiate. Mais le respect, l'admiration et le vrai pouvoir ne sont pas obtenus en réagissant à tout. Ils sont obtenus en maîtrisant le temps, en attendant le moment exact où chaque action pèse plus que 100 mouvements impulsifs. Parce que ce n'est pas celui qui agit le plus qui gagne, c'est celui qui agit le mieux. Se reprogrammer implique d'accepter que souvent ton esprit voudra bouger par peur. Tu voudras répondre au message immédiatement, discuter sans réfléchir, prendre une décision juste pour arrêter de ressentir de l'anxiété. Mais si tu cèdes à ce schéma, tu redeviens esclave de ton ancienne programmation. Maîtriser l'attente ne signifie pas stagner. Cela signifie renforcer ton muscle interne de l'autocontrôle. C'est te dire, je peux le faire maintenant, mais je ne veux pas le faire mal. Je ne veux pas le faire sous la pression, le bruit ou la blessure. Je veux le faire à partir de la clarté. En pratique, cela signifie observer tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes. Te donner quelques secondes avant d'agir. Reporter la réaction émotionnelle. Te demander ce que tu gagnerais vraiment si tu faisais ce que ton impulsion crie de faire. Et la plupart du temps, tu te rendras compte que ce qui semblait urgent ne l'était pas. Que ce qui semblait important ne l'était pas tant que ça. Que le mouvement que tu pensais faire, en réalité, ne ferait que te blesser.
Attendre le moment exact n'est pas de la lâcheté, c'est la stratégie de ceux qui n'ont pas de temps à gaspiller en énergie sur ce qui ne vaut pas la peine. Quand tu apprends à bouger avec intention, tout change. Ta parole pèse plus, tes actions deviennent des symboles, ta présence devient plus forte, plus stable, parce que celui qui ne réagit pas à tout devient imprévisible. Et l'imprévisible génère toujours du respect. Parce que tu ne sais pas quand il va bouger, mais quand il le fait, il change la donne. C'est ainsi qu'un esprit discipliné fonctionne. Il ne cède pas à l'impulsion, il ne se plie pas à l'émotion. Il attend, il résiste, il observe. Et quand il agit, il ne manque pas. Alors la prochaine fois que tu sens que tu as besoin de bouger maintenant, attends, respire. Demande-toi si c'est le moment exact ou juste ton ego voulant sentir le contrôle. Parce que celui qui maîtrise l'impulsion maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il agit seulement quand c'est le moment de vérité. 6. Conçois ton propre code de principe et utilise-le comme une épée dans chaque décision. Une boussole sans nord tourne sans cesse, fait des tours, pointe dans toutes les directions, mais ne mène nulle part. C'est ainsi que vit celui qui n'a pas de principe clair, confus, influencé, réagissant à ce que les autres disent, copiant des idées empruntées, vivant avec des valeurs étrangères qu'il ne comprend ni ne remet en question. Sans un code propre, chaque décision devient un champ de doute, chaque situation devient un terrain incertain, chaque opinion externe se transforme en une menace. Le véritable respect naît lorsque tu sais fermement qui tu es et en quoi tu crois, et que tu agis en conséquence, même lorsque c'est difficile. Il n'y a pas moyen de générer de l'autorité sans cohérence interne, et il n'y a pas de cohérence sans principe solide. Vivre selon ce qui est à la mode, selon ce qui est pratique, ou selon ce qui ne dérange personne, est la recette pour devenir faible, manipulable et perdu. Un esprit reprogrammé a besoin de direction morale. Il a besoin de savoir ce qui est non négociable, ce qui tient bon même si tout autour vacille. Quelles valeurs ne sont pas touchées même si le monde les méprise. Parce que lorsque tu vis ainsi, ta présence devient tranchante. Tu parles moins, tu décides mieux, tu t'expliques peu. Non pas parce que tu es arrogant, mais parce que tu sais exactement qui tu es. Les stoïciens avaient un code. Vivre avec vertu, avec sagesse, avec justice, avec tempérance et avec courage. Ce n'était pas de la poésie, c'était de l'action. Ils se levaient chaque jour avec l'intention d'agir selon ses principes et tout le reste était secondaire. Cette clarté leur donnait du pouvoir. Ils ne perdirent pas de temps à hésiter entre ce qui est facile et ce qui est juste. Ils ne se trahissaient pas pour plaire, ils ne changeaient pas leur essence pour s'intégrer. Et c'est pour cela qu'ils étaient respectés même au milieu du conflit, même en étant minoritaires, même en étant défiés par des empires ou des foules. Concevoir ton propre code signifie t'asseoir avec toi-même et décider, une fois pour toutes, qui tu veux être. Quelles valeurs vont guider ton comportement? Quelles choses tu ne vas pas te permettre de faire, même si tu as l'excuse parfaite pour les justifier? Quel type de personne tu ne veux plus être? Quelles règles vont te soutenir lorsque tu es fatigué, frustré ou tenté d'abandonner? Ce n'est pas copier des phrases motivantes. C'est écrire ta loi interne et la vivre tous les jours. Et quand tu le fais, chaque décision cesse d'être un dilemme émotionnel et devient une exécution directe. Cela ne signifie pas être inflexible ou fanatique. Cela signifie avoir une structure interne qui te libère du chaos externe. Si tu ne décides pas en quoi tu crois, d'autres le feront pour toi. Si tu ne sais pas ce que tu défends, tu te vendras pour ce qui semble le plus confortable. Et si tu changes de cap chaque fois que quelqu'un a une opinion différente, tu ne commanderas jamais le respect. Parce que celui qui se contredit constamment n'est pas ferme, il est instable, et personne ne respecte ce qui se brise de l'intérieur. En pratique, emporte ton code avec toi. Écris-le si nécessaire, lis-le chaque matin. Évalue tes actes en fonction de lui.
Demande-toi si ce que tu fais aujourd'hui honore ou trahit tes principes. Ne le fais pas pour être vu. Fais-le parce que tu as déjà décidé que ta parole a de la valeur. Parce que tu n'agis pas par peur, mais à partir de ta vérité. Cette fermeté est ce qui frappe, ce qui impose, ce qui génère un respect immédiat. Parce que le monde peut ne pas être d'accord avec toi, mais s'ils voient que tu vis avec direction, ils te prennent au sérieux. Le respect ne s'obtient pas seulement en étant bon ou correct, il s'obtient parce que tu es cohérent, parce que tu ne te vends pas, parce que tu utilises ton code comme une épée, pas comme un ornement. Et chaque fois que tu prends une décision difficile, mais fidèle à tes principes, tu deviens plus fort, plus clair, plus toi. Et cela ne peut être ni feint, ni copié. C'est une présence réelle. 7. Reste en mouvement, c'est ton plus grand avantage. Une étincelle, si elle n'est pas protégée, s'éteint au premier souffle. Mais si tu la nourris, si tu lui donnes l'oxygène précis, si tu la protèges du vent et lui donnes de la chaleur, elle devient un feu. Et ce feu, si tu le soutiens, devient une flamme qui transforme tout sur son passage. Le moment fonctionne de la même manière. C'est cet état mental, émotionnel et physique dans lequel tu es concentré, discipliné, avec une direction claire. C'est lorsque les décisions s'alignent, l'énergie coule, les excuses se taisent. C'est un état sacré. Mais comme toute flamme, si tu ne la prends pas soin, elle s'éteint. Et quand elle s'éteint, la rallumer coûte 3 fois plus cher. Beaucoup perdent le respect qu'ils ont gagné parce qu'ils ne savent pas protéger leur propre élan. Ils commencent avec force, s'entraînent, étudient, construisent des habitudes, se sentent invincibles. Et tout à coup, ils laissent tout tomber pour une distraction, une excuse, une chute émotionnelle. Ils n'ont pas compris que le véritable pouvoir n'est pas de commencer avec force, mais de la maintenir. Que le respect ne repose pas sur les moments forts, mais sur la constance. Parce que tout le monde peut avoir une bonne journée, mais seul celui qui protège son moment a une vie avec une direction. L'erreur est de se faire confiance, de croire qu'après quelques bons jours, tu peux baisser la garde, mais l'esprit est traître. Si tu ne lui donnes pas de structure, il te sabote. Si tu ne nourris pas ce qui te maintient ferme, tu reviens au point de départ. Et le plus dangereux, c'est que lorsque tu perds le moment, tu perds aussi la clarté. Tu commences à justifier, à remettre à plus tard, à négocier ce qui était auparavant non négociable. Et sans t'en rendre compte, cette flamme qui te poussait avec force devient cendre. C'est pourquoi un esprit reprogrammé ne crée pas seulement de l'élan. Il le protège comme s'il s'agissait de sa source de vie. Les stoïciens le savaient. Leur discipline était quotidienne, sans pause. Ils n'avaient pas besoin d'être motivés pour agir. Ils n'attendaient pas de se sentir bien pour faire ce qui est juste. Ils comprenaient que la maîtrise n'est pas atteinte dans les pics d'euphorie, mais dans les moments où personne ne voit, quand tu es fatigué, frustré ou sans envie, et pourtant tu accomplis. Parce que cet accomplissement te maintient en mouvement. Et le mouvement constant est ce qui crée l'autorité. Protéger ton moment signifie dire non à ce qui interrompt ton progrès. Cela signifie choisir de dormir à temps, même si tu as 1000 excuses pour rester éveillé. Cela signifie continuer à s'entraîner, même si tu ne vois pas de résultats immédiats. Cela signifie ne pas permettre qu'une chute d'humeur te déconnecte de tes habitudes, parce que chaque interruption inutile affaiblit ton chemin. Et chaque fois que tu t'arrêtes sans nécessité, tu envoies à ton esprit le signal qu'il n'est pas si important, que tu peux abandonner, que tu peux reporter ta grandeur. En pratique, cela nécessite de la conscience, te demander chaque jour ce que tu fais pour maintenir le feu allumé, être brutalement honnête avec toi-même lorsque tu commences à lâcher prise. Reconnaître quand tu es sur le point de te saboter par confort, distraction ou émotion mal gérée. Et surtout, agir immédiatement. Ne pas laisser le doute s'installer. Parce que le respect que les autres ont pour toi s'effondre au moment où tu cesses de respecter ton propre processus. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu as besoin de ne pas t'arrêter. Tu n'as pas besoin de faire plus de choses, tu as besoin de maintenir ce que tu as déjà commencé. Parce que le monde se souvient de ceux qui persévèrent, de ceux qui ne disparaissent pas.
de ceux qui comprennent que leur énergie n'est pas infinie, et c'est pourquoi ils la protègent. Ton moment n'est pas quelque chose qui est pris pour acquis. C'est quelque chose qui se construit tous les jours, avec chaque décision. Alors prends-en soin comme si c'était une flamme sacrée, parce que c'est le cas. Et si tu la perds, tu perds tout. 8. Dirige ton esprit où il te traînera. Un esprit sans direction est comme un cheval sauvage déchaîné au milieu d'un champ ouvert. Il a de la force, de la vitesse, de la puissance, mais si personne ne le guide, il court dans n'importe quelle direction, s'épuise rapidement, trébuche, se blesse et finalement n'arrive nulle part. C'est ainsi que fonctionne ton esprit lorsque tu ne le diriges pas. Il peut être brillant, créatif, sensible, puissant, mais s'il n'est pas sous ton contrôle, il finit par jouer contre toi. Parce que l'esprit n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton allié automatique. L'esprit s'entraîne ou t'enterre. Tu le diriges ou il te traîne. Tout ce que tu as lu jusqu'à présent se résume en ce principe. Le respect que tu reçois du monde commence par le contrôle que tu exerces sur ton propre monde intérieur. Si ton esprit te domine, tu seras prisonnier de tes impulsions, esclave de tes émotions, victime de tes pensées les plus faibles. Si tu domines ton esprit, il devient ton épée, ton bouclier, ton armure. Et cela ne se produit pas par inspiration, mais par une pratique quotidienne, une véritable discipline, une conscience éveillée. La bataille n'est pas à l'extérieur, elle est dans ta façon de penser, de décider, de répondre lorsque tout se complique. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle a écrit que nos vies sont ce que nos pensées en font. Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais la façon dont nous interprétons ce qui nous arrive. C'est la base du pouvoir personnel. Et sans ce pouvoir, il n'y a pas de respect durable. Tu peux agir par l'effort, projeter de la confiance pendant un moment, mais si ton esprit n'est pas entraîné, tu finiras par tomber. Parce que l'environnement change, les émotions montent et descendent, la motivation vient et s'en va. Seul le contrôle interne demeure. Diriger ton esprit ne signifie pas vivre comme un robot. C'est avoir la capacité de voir ce que tu ressens sans le transformer en vérité absolue. C'est pouvoir prendre du recul par rapport à tes pensées avant d'agir. C'est reconnaître quand quelque chose t'affecte sans permettre que cela décide pour toi. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de te gouverner. Que tu sois celui qui donne l'ordre final, pas ta peur, pas ton insécurité, pas ton désir immédiat. Et cela s'entraîne. Cela se construit avec chaque petite décision. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Chaque fois que tu te retiens avant de parler impulsivement. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit, même si tu n'en as pas envie. C'est le chemin du respect de soi. C'est le chemin du véritable respect. Tu ne peux pas exiger le respect si tu ne peux pas soutenir ta propre volonté. Personne ne fait entièrement confiance à celui qui se trahit chaque fois que le chemin se complique. Personne n'admire celui qui vit en rebondissant d'émotion en émotion sans structure. Mais tout le monde ressent quelque chose de différent face à quelqu'un qui semble être maître de lui-même, qui se déplace sans bruit, qui répond avec clarté, qui agit avec fermeté. C'est l'énergie qui ne peut pas être feinte, qui ne s'achète pas, qui ne se copie pas. C'est l'énergie qui ne vient que lorsque tu diriges ton esprit comme un guerrier dirige son épée. Avec respect, avec précision, avec courage, ceci est la conclusion. Mais ce n'est pas la fin, parce que tout ce que tu as lu ici ne sert à rien si tu ne le mets pas en pratique. Il ne s'agit pas de te sentir inspiré pendant quelques minutes, il s'agit de transformer cela en action, en décision réelle, en changement interne que personne ne voit, mais que tout le monde va commencer à remarquer. Parce que lorsque tu diriges ton esprit, ton énergie change. Et lorsque ton énergie change, le monde réagit. Alors à partir d'aujourd'hui, dirige ton esprit. Ne le négocie pas, ne l'ignore pas, ne le laisse pas lâche. Parce que si tu ne le diriges pas, il va te traîner. Et le pire de tout, c'est que tu ne remarqueras même pas que tu as perdu le contrôle, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre... On t'a brisé sans même dire au revoir. Ils sont partis en silence, comme si ton histoire ne méritait pas une fin. Et tu es resté là, avec 1000 questions plantées dans la poitrine, repassant chaque moment, cherchant des signes, essayant de comprendre comment quelqu'un peut lâcher si facilement ce que tu tiens encore avec l'âme. Et tu sais quoi? Tu ne trouveras pas de réponse là-bas, parce que le vrai travail commence à l'intérieur. Cette vidéo n'est pas pour te faire sentir mieux avec de jolies paroles, c'est pour te secouer, pour te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Parce que si tu en as marre de mendier de l'attention, de te traîner pour des miettes d'affection, de perdre la tête pour quelqu'un qui ne s'est même pas arrêté pour t'expliquer pourquoi, alors c'est ton moment. On va parler sérieusement. Ici, il n'y a pas de place pour le victimisme ou les excuses. Ici, on parle avec philosophie, avec stoïcisme, avec le genre de vérité qui ne caresse pas mais libère. Parce que ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est que tu t'es mis de côté pour quelqu'un qui n'a même pas regardé en arrière. Et ça se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à reprogrammer ton esprit, à te reconstruire à partir de ce que tu peux contrôler, à fermer ce qui est resté ouvert, à répondre depuis ton centre, à te rappeler qui tu étais avant de te perdre. Ce sont 8 leçons, 8 chemins de retour à toi, et chacun te fera un peu mal, mais te rendra aussi quelque chose que tu as oublié, le pouvoir, la dignité, l'amour-propre. Reste jusqu'à la fin, pas pour eux, pour toi, parce que cette fois, tu ne vas pas t'abandonner non plus. 1. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Certaines personnes ne partent pas, elles restent flottantes dans ton esprit comme des portes mal fermées, frappant avec le vent chaque fois que tu te souviens. Elles ne laissent pas un adieu, seulement du bruit. Elles n'expliquent pas, elles disparaissent simplement. Et toi, pris entre ce qui a été et ce qui n'a pas fini d'être, tu deviens le gardien d'un chapitre que tu n'as pas écrit, mais qui te fait encore mal chaque fois que tu le repasses. Continuer à attendre des réponses est comme garder une bougie allumée au milieu d'un ouragan. Elle ne s'éteint pas seulement, elle te consume. Cette personne qui est partie sans fermer ce qu'elle a ouvert ne reviendra pas avec les mots dont tu as besoin. Elle ne terminera pas la conversation en suspens. Elle ne te donnera pas la paix que tu cherches. Parce que celui qui se soucie vraiment ne laisse pas de portes ouvertes. Et celui qui les laisse te dit sans le dire que la clôture ne l'intéresse plus. Alors c'est à toi de le faire, non par orgueil, mais par amour-propre, parce que continuer à attendre est une autre façon de continuer à saigner. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, mais tu peux contrôler comment tu réponds à ce qu'il fait. Tu n'as pas à comprendre son silence, ni à justifier son départ. Tu dois décider ce que tu fais avec ce qu'il t'a laissé. Et si ce qu'il t'a laissé est vide, ferme-le toi-même. Que ta voix et ton cœur ne tremblent pas. Parce que la blessure ne se ferme pas d'elle-même. Elle se ferme avec une décision. Fermer n'est pas nier ce que tu as ressenti. Ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. C'est accepter que celui qui n'est pas resté ne mérite pas de continuer à te voler de l'espace dans l'esprit. C'est choisir de lâcher ce qui t'ancre à un passé qui ne bouge plus. C'est comprendre que parfois la dignité pèse plus que la nostalgie. Et que seul celui qui se respecte est capable de continuer sans s'accrocher. Commence par des actes petits. Efface ce que tu gardes au cas où il reviendrait. Arrête de regarder s'il était connecté. Arrête de repasser ce que tu as dit ou pas dit. Il ne s'agit plus de régler quoi que ce soit avec cette personne. Il s'agit de te réparer toi. Et cela commence lorsque tu arrêtes de tenir l'autre responsable de la douleur que tu choisis de continuer à porter. La clôture n'est pas un luxe que te donne celui qui est parti. C'est un cadeau que tu te fais lorsque tu décides de lâcher prise. Même si tu manques de réponse, même si tu n'as pas de justice, même si tu ne sais pas pourquoi ça s'est terminé ainsi.
Tu n'as pas besoin de tout ça pour guérir. Tout ce dont tu as besoin, c'est le courage de dire stop, de regarder en avant, de revenir à toi. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Parce que si tu le laisses ainsi, tu continueras à marcher avec des portes qui frappent dans ta tête. Et ce n'est pas la vie, c'est la prison. Et tu n'es pas né pour vivre enfermé dans ce que quelqu'un d'autre n'a pas su prendre soin. Tu es né pour te reconstruire, pour te choisir, pour avancer. Pas avec rancœur, mais avec la force de celui qui a compris que sa paix ne peut dépendre de la clôture que l'autre n'a jamais donnée. 2. Arrête de chercher des réponses dans le silence des autres. Le silence des autres est comme une pièce vide dans laquelle tu insistes à crier, espérant que quelqu'un réponde de l'autre côté. Mais personne n'est là. Il n'y a que toi, tournant en rond avec l'écho de tes propres doutes. C'est cet endroit sombre où se cache l'anxiété, où grandissent les histoires que tu inventes pour comprendre ce qui n'a pas d'explication. Et plus tu écoutes, plus tu te perds. Continuer à chercher un sens dans ce que quelqu'un a décidé de taire est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces qu'on ne t'a jamais données. Peu importe combien tu essaies, tu ne le compléteras pas. Et pourtant, tu es là, attendant que cette personne dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle revienne, qu'elle se repente. Tu restes coincé dans le jeu d'interpréter les gestes, d'analyser son absence comme si c'était un langage caché que tu comprendras un jour. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, le silence n'a pas de message. Parfois, le silence est simplement du désintérêt. Le problème n'est pas que l'autre personne ne te parle pas. Le problème est que tu n'as pas appris à arrêter d'écouter. Parce qu'au fond, tu continues de croire que ce silence a à voir avec toi, que si tu étais suffisant, si tu avais fait quelque chose de différent, si tu avais été plus ou moins que ce que tu étais, alors elle parlerait. Mais ce n'est pas vrai. Le silence de l'autre n'est pas ton miroir. Ce n'est pas une évaluation de ta valeur. C'est simplement sa décision. Et tu ne peux pas continuer à mendier des mots pour valider ton existence. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas chercher la paix dans ce que nous ne contrôlons pas. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te parle, si elle t'explique, si elle regarde à nouveau vers où tu es. Mais tu peux contrôler ce que tu fais avec cet espace vide. Tu peux le remplir de souffrance ou tu peux le remplir de pouvoir. Parce que même si cela ne semble pas être le cas, ce silence est une opportunité. Une opportunité pour t'écouter, pour retrouver ta voix, pour arrêter de vivre en fonction de ce que l'autre choisit de taire. Quand tu passes autant de temps à attendre une réponse, tu perds la connexion avec toi-même. Tu arrêtes d'agir pour toi et commences à vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Ta journée tourne autour d'une notification. Tes émotions dépendent d'un mot. Et c'est une façon subtile de te perdre. On ne le remarque pas, mais ça fait mal. Et cette douleur devient une routine. Tu t'habitues à attendre. Tu t'habitues à vivre avec l'âme, en pause. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour interpréter les silences. Tu es venu pour créer ta propre voix, et cette voix n'a pas besoin d'être validée par personne. Tu n'as pas besoin d'une explication pour fermer un cycle. Tu n'as pas besoin d'une conversation pour avancer. Tu as juste besoin de décider que tu ne vas plus mettre ta valeur entre les mains des autres. Parce que chaque fois que tu cherches des réponses chez quelqu'un qui n'est plus là, tu lui donnes le contrôle de tes pensées. Et personne ne mérite de vivre dans ton esprit s'il n'est pas capable d'habiter ta vie. Ce n'est pas facile, je sais, mais c'est nécessaire. Parce que quand tu arrêtes d'écouter ce silence étranger, une autre chose commence à s'entendre. Ta décision, ta clarté, ton pouvoir. Et alors, ce qui était autrefois vide devient un espace. Et cet espace, tu le remplis avec des actions, avec un but, avec une vie qui ne tourne plus autour de celui qui n'a pas su rester. Alors arrête de chercher des réponses chez celui qui a déjà choisi de ne pas te les donner. Non par fierté, mais par paix. Non par froideur, mais par intelligence. Parce qu'il y a un point où comprendre n'est plus aussi important que guérir. Et ce point arrive quand tu choisis d'arrêter de poser des questions. 3. Ne réagis pas depuis la douleur. Réponds depuis ton centre. Un esprit blessé est comme un animal acculé.
Quand il se sent en danger, il ne pense pas, il attaque. Et toi, chaque fois que tu réagis depuis la douleur, tu agis comme cet animal, sans contrôle, sans direction, sans conscience de ce que tu provoques. Le problème est que cet instinct, bien qu'il te fasse te sentir fort pour un moment, te fait presque toujours plus de mal à toi qu'aux autres. Il te rend esclave de la blessure, pas maître de toi. Nous avons tous ressenti ce besoin impulsif de répondre à un message blessant, de chercher un dernier mot, d'exiger des explications, de vouloir que l'autre réalise tout ce qu'il a provoqué. Mais agir depuis cette émotion brute est comme construire sur un tremblement de terre. Rien ne tient. Parce que quand tu parles depuis la colère, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure. Quand tu décides depuis la rage, ce n'est pas toi qui décides, c'est ta peur. Et quand tu vis depuis la douleur, tu ne vis pas, tu survis. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Ressentir de la douleur est humain. Mais laisser la douleur prendre le volant est une forme d'autodestruction déguisée en impulsion. Le sage n'est pas de réprimer l'émotion, mais de la reconnaître sans la laisser commander. Parce que ce que tu fais dans les minutes où tu es le plus brisé peut marquer des mois entiers de regrets. Quand quelqu'un te blesse, tu as deux options. Réagir depuis la blessure ou répondre depuis ton centre. Réagir est immédiat, automatique, émotionnel. C'est agir sans penser. Répondre est différent. C'est arrêter, respirer, revenir à toi. Penser à qui tu veux être, pas à comment faire ressentir à l'autre ce que tu ressens. Parce que même si ta douleur est valide, cela ne justifie pas de devenir une version de toi que tu ne respecteras pas plus tard. Revenir au centre est un acte de pouvoir. C'est choisir de ne pas être la victime du jeu de l'autre. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de gagner une discussion pour gagner ta paix. Que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu te possèdes déjà. Que ton silence peut être plus fort que n'importe quel cri. Parce que parfois, le plus courageux n'est pas de répondre avec plus de feu, mais d'éteindre l'incendie et de marcher dans la direction opposée. Tu sais quand tu agis depuis la douleur. Tu le sens dans ton corps, dans ta voix, dans ta pensée accélérée. C'est ce moment où tout semble urgent. Mais si tu dois agir avec urgence émotionnelle, tu vas presque toujours mal agir. C'est pourquoi la première étape est de s'arrêter. Respire. Attends. Que la douleur parle si elle veut, mais qu'elle ne décide pas pour toi. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de clarté. Tu n'as pas besoin de réponse. Tu as besoin d'équilibre. Et cela s'obtient en revenant au centre chaque fois que tu sens que tu te perds. Ce point est crucial parce que tu ne peux pas guérir ce que tu continues à répéter. Si tu réagis toujours de la même manière, tu continueras à ressentir la même douleur. Changer n'est pas seulement laisser partir des personnes, c'est aussi arrêter de réagir comme avant. C'est apprendre à t'arrêter juste au moment où ton ego veut exploser. C'est faire le contraire de ce que tu ferais si tu étais ta version la plus blessée. Parce que quand tu fais ça, quand tu choisis depuis le calme, tu reprogrammes ton esprit. Tu coupes le cycle, tu avances. Et c'est le but, que la douleur ne décide pas pour toi. Que tu sois celui qui prend le contrôle, même au milieu du chaos. Parce que quand tu apprends à répondre depuis ton centre, tu cesses d'être emporté par la tempête et tu commences à devenir celui qui la traverse sans perdre le cap. 4. Lâche celui qui est parti, non pas par vengeance mais par dignité. S'accrocher à quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme essayer d'embrasser de la fumée. Tu le sens un instant, tu crois qu'il est toujours là, mais quand tu fermes les bras, il n'y a rien. Et pourtant tu insistes, tu cherches des signes là où il n'y en a pas, des excuses qui justifient son départ, des raisons pour comprendre ce qui n'a pas de sens. Mais dans cette tentative de maintenir ce qui n'existe plus, tu t'épuises, tu te vides, tu te perds. Parfois la personne ne part pas seulement physiquement, elle part bien avant, mais tu ne veux pas le voir. Elle part dans son indifférence, dans son manque d'engagement, dans la façon dont elle t'ignore pendant que tu es toujours là, attendant quelque chose qui n'arrivera plus. Et quand elle s'éloigne enfin,
Tu restes coincé dans une sorte de limbo émotionnel, essayant de maintenir une connexion que l'autre a déjà coupée depuis longtemps. Tu t'accroches non pas parce qu'elle n'est pas partie, mais parce que tu ne sais pas comment lâcher prise. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est avoir le courage d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et le pouvoir de laisser aller ce qui ne te soutient plus. Car continuer à porter quelqu'un qui t'a lâché, c'est te trahir toi-même. C'est te mettre en dernier. C'est nier ta propre valeur juste pour ne pas rester seul. Ne confonds pas lâcher prise avec la haine. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid pour guérir. Tu n'as pas non plus besoin de souhaiter du mal à l'autre. Ce dont tu as besoin, c'est de te choisir. Lâche prise par respect, non par rancœur. Parce que tu mérites une vie où tu n'as pas à supplier pour une présence, ni à justifier des absences. Tu mérites des liens réciproques, non des chaînes déguisées en amour. Et cela commence quand tu reconnais que celui qui est parti ne fait plus partie de ton chemin, et que chaque pas que tu fais en regardant en arrière est un pas que tu ne fais pas vers toi. Parfois, la peur te convainc que si tu lâches prise, tu perdras quelque chose d'important. Mais ce que tu perds en t'accrochant est bien pire, ta dignité, ta paix, ta clarté. Le problème n'est pas que la personne soit partie. Le problème, c'est que tu es toujours là, avec le cœur attaché à un endroit où tu n'es plus le bienvenu. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas venu dans cette vie pour convaincre quelqu'un de rester. Tu es venu pour vivre en cohérence avec toi-même. Et si quelqu'un n'a pas su te soutenir, tu ne mérites pas de payer le prix émotionnel de ce manque, parce que si tu ne lâches pas prise, tout ce que tu construis sera à partir du manque, de la peur, d'une version de toi qui se définit encore par ce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas la liberté, c'est rester coincé dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, c'est fermer la porte sans attendre qu'elle frappe à nouveau. C'est accepter que tout ce que tu veux ne te convient pas, qu'il y a des personnes qui arrivent juste pour t'apprendre à te choisir, et que la leçon la plus dure est de comprendre que quelqu'un peut être important dans ta vie, mais que tu ne l'es pas dans la sienne. Ça fait mal, oui, mais cette vérité, une fois acceptée, libère, et dans cette liberté commence le véritable respect de soi. Celui qui ne crie pas, mais qui se ressent. Celui qui ne cherche pas à se venger, juste à avancer. Celui qui n'a pas besoin que l'autre revienne, parce qu'il n'y a plus rien à récupérer. Parce que maintenant, ce qui compte n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu décides de gagner avec toi. Lâche celui qui t'a lâché. Non pas par orgueil, mais parce que tu as appris. Non pas par faiblesse, mais parce que tu as choisi la paix. Et non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu as compris que celui qui te valorise reste sans que tu aies à le lui demander. 5. Souviens-toi de ta valeur, même quand personne ne te regarde. Une bougie n'a pas besoin de public pour éclairer. Sa lumière existe même si personne ne la regarde. Mais parfois, quand tu as été ignoré, oublié ou remplacé, tu commences à croire que ta valeur dépend du nombre de personnes qui la reconnaissent, du nombre de fois où tu es mentionné, de l'attention que tu reçois. Tu te fais petit dans ta propre vie en attendant que quelqu'un d'autre te rende l'identité que tu as perdue dans le reflet de son regard. Laisser ta valeur dépendre de la validation des autres est une des formes les plus silencieuses d'auto-abandon. Tu commences à vivre en fonction de ce que l'autre pense, dit ou ressent. Tu te vérifies constamment. Tu te modifies. Tu te censures. Tu te formes pour être vu, pour plaire, pour ne pas être oublié. Et dans ce processus, tu t'oublies toi-même. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne sais plus qui tu es si personne ne te nomme. Mais tu n'es pas né pour être un reflet. Tu es né pour être une présence. Et ta valeur n'augmente pas quand on te regarde, ni ne disparaît quand on t'ignore. Laisser une personne ou une absence définir ton identité, c'est lui donner le contrôle de ton essence. Et ce pouvoir, aussi blessé que tu sois, n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Le stoïcisme te rappelle que le centre est à l'intérieur, que ton estime ne doit pas dépendre de facteurs externes, car tout ce qui est externe est instable. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie.
Aujourd'hui on te cherche, demain on te remplace. Mais ce que personne ne peut te prendre, c'est la fermeté avec laquelle tu marches quand tu sais qui tu es, même au milieu de l'abandon, du mépris ou du silence des autres. Rappelle-toi ce que tu étais avant d'avoir besoin d'être vu. Cette version de toi qui rêvait sans permission, qui agissait sans peur d'être suffisant, qui ne demandait pas d'approbation pour se sentir vivant. Retourne là-bas, non pas avec nostalgie, mais avec détermination. Parce que le problème n'est pas qu'on t'a ignoré. Le problème est que tu as commencé à t'ignorer toi-même pour essayer d'être remarqué. Et c'est cela que tu dois retrouver. Le respect pour toi. La voix qui n'a pas besoin de scène. Le feu intérieur qui ne s'éteint pas parce que quelqu'un n'a pas voulu rester. Celui qui oublie sa valeur à cause d'une absence vit en mendiant des miettes émotionnelles. Mais celui qui se souvient se reconstruit. Il se lève en silence. Il se renforce à chaque pas qu'il fait sans avoir besoin de témoins. Personne ne viendra te rendre ce que tu n'as pas su conserver au milieu de la douleur. C'est toi qui dois te regarder avec d'autres yeux, avec fermeté, avec compassion, avec vérité. C'est toi qui dois recommencer à marcher avec dignité, non pas en attendant qu'on te reconnaisse, mais en te reconnaissant toi-même dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque choix que tu fais à partir de maintenant. Se souvenir de qui tu es est un acte de pouvoir. Et ce souvenir n'a rien à voir avec le passé, mais avec la décision de revenir à toi avec plus de clarté, plus de force, plus d'amour-propre. Parce que si tu ne te vois pas toi-même, tu vivras toujours à la recherche des yeux des autres pour te sentir réel. Et ce n'est pas la vie, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en besoin d'amour. Arrête de chercher la validation là où tu n'es plus. Arrête de supplier de l'attention là où tu n'es plus valorisé. Reviens à toi, non pas comme une option, mais comme un choix non négociable. Parce que celui qui se souvient s'élève. Et celui qui s'élève n'a plus besoin d'être vu pour briller. 6. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui, même si personne ne le remarque. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle perce la terre, mais cela ne signifie pas qu'elle ne grandit pas. C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès, silencieux, parfois invisible, mais profondément réel. Le problème est que beaucoup cessent d'avancer parce qu'il n'y a pas d'applaudissements, parce que personne ne les regarde, parce que leurs pas ne reçoivent pas d'attention. Et cette mentalité t'enferme dans une prison invisible où tu ne fais les choses que lorsque quelqu'un d'autre les valide. Si chaque mouvement que tu fais dépend de la reconnaissance de quelqu'un, alors tu n'agis pas pour toi, tu agis pour les yeux des autres. Tu te lèves quand on s'attend à ce que tu le fasses. Tu te donnes du mal quand quelqu'un regarde. Tu souris si on te prête attention. Mais dès que le public disparaît, tu t'effondres. Et ce n'est pas de l'autonomie, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en motivation. Le stoïcisme t'apprend à agir avec un but, pas avec une attente. À te construire à partir de la cohérence, pas à partir du désir d'approbation. Parce que lorsque tu fais quelque chose pour toi, sans chercher de témoin, tu renforces une vérité profonde, que tu comptes, même quand personne ne le dit. Que ta valeur n'augmente pas quand on te voit et ne diminue pas quand on t'ignore. Que tes pas restent valides, même si le monde ne les célèbre pas. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça n'a pas besoin d'être visible. Ça peut être de te lever malgré la fatigue. Manger correctement quand tu préférerais abandonner. Écrire tes pensées quand personne ne va les lire. Faire de l'exercice sans le poster sur aucun réseau. Garder le silence quand tu pourrais réagir. Ce sont de petits gestes, oui, mais chacun d'eux est une déclaration. Je suis avec moi, même quand je suis seul. Beaucoup de gens vivent paralysés par la peur de ne pas être vus, comme si l'effort sans témoin ne comptait pas, comme si guérir en privé était moins précieux, comme si tout ce qui n'est pas publié n'avait pas de mérite. Mais la vérité est celle-ci. La chose la plus puissante que tu feras pour toi sera dans l'intimité, sans filtre, sans like, sans reconnaissance, juste toi, faisant ce qu'il faut pour devenir qui tu as besoin d'être. Et c'est de la discipline émotionnelle. Faire ce qui est juste, même si personne ne s'y attend. Suivre ton processus, même si personne ne le comprend.
te lever sans faire de bruit, avancer quand personne ne t'applaudit, parce que dans ce silence, tu construis quelque chose de plus fort que la validation. Tu construis le respect de toi-même, le genre de respect qui ne se négocie pas, celui qui ne cherche pas de récompense, juste la paix. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Même si cela ne change pas le monde, cela changera le tien. Même si ce n'est pas visible, cela te transformera de l'intérieur. Même si personne ne le reconnaît, cela te rappellera que tu es présent. Parce que chaque petit acte est une brique de plus dans la structure de ta stabilité. Et quand viendra le jour où tout vacillera, la seule chose qui te soutiendra sera ce que tu as fait en solitude, sans caméra, sans témoin, sans récompense. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te répondre par des actions. Tu es ici pour toi, pas pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour guérir, pour grandir, pour marcher fermement même si personne ne le voit. Parce que si tu fais cela aujourd'hui, sans rien attendre, tu crées une version de toi qui n'a plus besoin du bruit extérieur pour avancer. Fais quelque chose pour toi, même si personne ne le remarque, parce que tu le sauras. Et cela suffit. 7. Remplace l'impulsion d'écrire par l'habitude de t'écouter. L'impulsion d'écrire à quelqu'un qui n'est plus là est comme une fièvre émotionnelle. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas exploser. C'est comme si ton esprit avait besoin de décharger toute l'anxiété en ce seul point, croyant que quelques mots, un message, une réaction pourraient redonner un sens à tout. Mais ils ne le font pas. Ce que tu obtiens, presque toujours, c'est plus de vide, plus de silence, plus de dépendance. Lui écrire est une façon de demander de la présence. Mais souvent, derrière ce geste, ce que tu demandes, c'est de la validation. Tu implores, sans le dire, qu'il te confirme que tu comptes encore, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ressent quelque chose pour toi. Et quand ce que tu attends n'arrive pas, tu te brises à nouveau. Non pas parce que l'autre t'ignore, mais parce que tu continues à t'ignorer toi-même à chaque tentative de chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. L'anxiété d'écrire n'est qu'un symptôme, un reflet de ta difficulté à être avec toi sans te sentir incomplet. Et c'est là que le vrai travail commence. C'est là que commence la discipline émotionnelle, parce qu'il faut de la force pour résister à l'impulsion, pour ne pas tomber dans le cycle, pour ne pas permettre que ta stabilité dépende d'une réponse que tu ne sais même pas si elle arrivera. Le stoïcisme ne parle pas des émotions comme quelque chose de mauvais, il parle de ne pas être esclave d'elles, de choisir d'agir à partir de la raison, du centre, et non pas du tremblement de ce que tu ressens. Et cela s'applique ici avec toute sa force. Tu as envie de lui écrire, je comprends, mais ce désir ne te rend pas faible. Ce qui t'affaiblit, c'est de céder encore et encore au même schéma qui te piège et te fatigue. Alors, fais le contraire. Au lieu d'écrire à celui qui ne t'écrit pas, écris-toi. Mets tes pensées sur papier. Écris tout ce que tu lui dirais, mais ne lui envoie pas. Fais-le pour toi, pour te voir, pour t'écouter, pour vider ton esprit sans te remettre entre les mains de celui qui n'a pas su prendre soin de toi. Parce qu'à chaque fois que tu brises ce schéma, tu reprogrammes ton esprit. Tu remplaces une habitude destructrice par une habitude de construction interne. Il ne s'agit pas de répression, mais de direction. Tu n'évites pas de ressentir, tu apprends à le canaliser. Et ce simple geste, transformer un message non envoyé en une page écrite rien que pour toi, est un acte de pouvoir. Parce qu'il te rend le contrôle, parce que tu n'attends pas de réponse, parce que tu ne cherches rien à l'extérieur. Tu habites simplement ton émotion, sans qu'elle te domine. Et dans cette habitude se forge une nouvelle version de toi, une qui n'a pas besoin de poursuivre ce qui s'est éloigné, une qui n'implore pas, qui ne se fatigue pas à chaque tentative ratée, une qui, au milieu du vide, se trouve. Parce que t'écrire est un acte d'amour-propre. C'est un rappel silencieux que tu es prêt à t'écouter, même si personne d'autre ne le fait. L'anxiété ne s'éteint pas avec un message envoyé. Elle se calme avec une action consciente. Elle se transforme avec la répétition,
avec la pratique, avec la discipline. Et chaque fois que tu choisis de ne pas lui écrire, chaque fois que tu reviens à toi, au lieu d'aller vers celui qui n'est plus là, tu entraînes ton esprit à résister, à se soutenir, à être libre. Remplace cette impulsion par la présence, par une routine, par des mots pour toi, par des projets qui te connectent avec toi-même. Fais de ton besoin d'être entendu un pont vers ta propre compréhension, parce que personne ne va te sauver de cette anxiété si tu n'apprends pas à la contenir toi-même. Et c'est cela, la discipline émotionnelle, te choisir, en silence, seul, encore et encore. 8. Mon retour commence en silence, mais avec fermeté. Toucher le fond n'est pas toujours une chute. Parfois, c'est un point de départ. Ce moment où, sans le crier, tu comprends que tu ne peux plus continuer de la même manière. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, non pas parce que tout s'est amélioré, mais parce que quelque chose en toi a fait clic. Parce que tu en as eu marre de te traîner, de te taire, de te supplier de te prêter attention et de ne pas te répondre. C'est là que naît cette phrase, non pas comme un beau slogan, mais comme une décision ferme. Aujourd'hui, je reviens à moi. Tu n'as pas besoin que le monde le sache. Il n'est pas nécessaire que les autres te comprennent, parce que ce retour n'est pas un spectacle, c'est un acte privé, intime, comme une cicatrice qui ne saigne plus, mais qui brûle encore. Et pourtant, dans cette brûlure, tu trouves ta force. Dans cette blessure, ton but. Dans ce silence, le pouvoir de te reconstruire sans demander la permission. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu nies ta douleur, il cherche à ce que tu l'utilises comme carburant, qu'au lieu de te laisser emporter par l'émotion, tu la canalises vers une action consciente. Et il n'y a pas d'action plus puissante que de décider, calmement, que tu ne vas plus vivre pour quelqu'un qui n'est plus là, que tu ne vas plus laisser ton histoire être écrite avec les mots d'un autre. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras sera vers toi. Dire « Aujourd'hui, je reviens à moi »